Vous ne me voyez pas encore, c'est normal, je suis pas encore rentrée dans mon char. Ouvre la porte, ferme la porte, tu t'assieds. Première chose que tu fais, c'est quoi? Tu mets ta musique. Et c'est le sujet sur lequel va porter l'épisode d'aujourd'hui. On va commencer avec un Chronique ta mère, un interview comme d'habitude, puis on finit sur 10 fun facts pour parler avec des anglicismes sur la musique. C'est parti avec le Chronique ta mère. Billie Eilish. Mais honnêtement, genre, j'ai remarqué ça autant sur les films que sur la musique, tu sais. J'écoute vraiment de tout. Genre, un jour, je peux écouter... l'autre fois, je faisais mes devoirs, j'écoutais du rap, puis le lendemain, j'écoutais du Chopin, là, genre, du piano, no joke, là. Mais ouais, sérieux, ça varie, là. Première idée, je dirais sûrement Billie Eilish, là, laquelle elle les écoute toutes, donc... Non, je suis pas bad guys, là, mais on dirait que c'est déjà dépassé, peut-être. On verra. Ma musique préférée, bien, je m'intéresse à beaucoup de musique. Puis j'aime ça, apprendre plus sur la culture musicale. Puis je suis pas tant comme les trends de musique, genre le rap et tout. Mais tu sais, mettons que... Genre, il y a des tunes de rap que j'aime, mais tu sais, j'aime autant des tunes genre des Beatles ou des affaires super vieilles, des affaires que le monde pourrait dire genre, c'est pas bon. Mais j'ai un style musical un peu différent des autres. J'ai aucune idée de la chanson préférée d'Anne-Frédéric, ben honnêtement. Ma chanson préférée, une question un peu... Je vais vous sortir un groupe que personne ne connaît. Si tu le connais, honnêtement, je te félicite énormément, parce que tu as de la culture. Un groupe qui s'appelle Lime Soda. Une de leurs tunes s'appelle Wave, et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Si vous la connaissez, vous êtes excellent, puis je vous aime beaucoup. Oh, c'est bon, c'est une affaire coréenne que je comprends pas ce qu'ils disent. Puis je trouve qu'ils se ressemblent tous. On dirait qu'ils ont toutes la même face. Ma chanson préférée est Boy. Ben, I'm Still Standing parce que ça me fait des souvenirs du tournoi. Oh, la chanson préférée d'Amy Rose. Et il y en a tellement. Laquelle que je pourrais... C'est une bonne question. Elton John. Comment ça s'appelle? Je me souviens pas du titre, là, mais c'est parce que je l'ai vraiment entendu souvent. Mais il y en a plein de préférés. Oh, ma chanson préférée, je crois que c'est... Je n'ai pas de chanson préférée, je suis plate comme ça, je suis une personne qui n'est pas capable d'avoir un truc préféré dans la vie. Hey, sa chanson préférée, en ce moment, je sais qu'elle aime toujours beaucoup Charles Aznavour, mais là, en ce moment, je sais pas, elle chante toujours une chanson. Une nouvelle, c'est ça. Je peux pas te dire. Falling de Harry Styles. Oh, Laetitia a beaucoup de chansons dans son cellulaire. Je pourrais vous dire que les chansons préférées qu'elle avait eues dernièrement, je peux pas vous dire le nom de la chanson, mais il y avait du Shawn... non, t'as peu. Comment il s'appelle? Shawn Mendes. Oui. C'est ça, elle est allée le voir en spectacle, elle l'aimait bien, mais elle a un goût très varié, puis elle aime vraiment beaucoup la musique. Ah, comment qu'elle s'appelle? Je sais pas, mais je peux la chanter. Hein. Quand c'est l'amour qui a assassiné Mathia. Mais c'est elle que je sais. Sinon, il aime Harry Styles. Ma musique préférée, c'est en fait, il y a beaucoup de styles, là. J'aime écouter des tunes de dans mon temps, de quand j'étais plus jeune. J'aime la musique actuelle. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie et de notre vie de famille. On écoute souvent de la musique, alors... il y a peut-être des styles un peu les extrêmes, là, comme le classique et le trop heavy metal, là, mais sinon, dans l'ensemble, toute bonne chanson est bonne. La tune préférée à ma mère, bien, ma mère elle a tout le temps une nouvelle tune préférée, fait que je pourrais pas dire. Là. Des fois, c'est de la musique québécoise, des fois, c'est des vieilles tunes qu'elle a appris, fait que elle aime tout plein de tunes. J'ai des goûts musicaux très, très larges qui vont de musique plutôt classique comme Alexandra Strelinsky ou pratiquement du heavy metal et tout ce qui est entre ça. Donc, très, très large, très ouverte. N'importe quoi des années 80. Et si je pleure dans la pluie,
Vous l'aimez, vous autres aussi? Bon, on va l'avoir en entrevue à l'instant même, vous l'aurez deviné. Originaire de Dolbeau-Mistassini, Mario Pelcha a accepté qu'on l'ait en entrevue. C'est parti! Bonjour Mario. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi-même. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, la première question, c'est quand que vous avez su que vous vouliez travailler dans le milieu de la musique? Écoute, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été appelé par la musique. J'avais 4 ans. Bon, ça, cet épisode-là, c'est ma mère qui me l'a raconté, mais j'avais 4 ans. Et j'étais rentré à la maison et j'avais dit à maman, « Maman, j'ai composé une chanson. » Et elle a dit « Oui. » Puis j'avais composé une petite chanson d'un enfant de 4 ans. Il y avait 3-4 paroles avec une petite mélodie et j'étais convaincu, moi, que je venais d'écrire quelque chose de grandiose et un chef-d'œuvre. Et je me souviens, en fait, ça, dans ces années-là, que quand je chantais devant mes parents, ils étaient fiers et ils m'encourageaient tout le temps. Ils prenaient toujours au sérieux ce que je voulais leur faire entendre et tout ça. Donc, je dirais que j'ai eu aussi l'encouragement et le soutien de mes parents dans les premiers balbutiements. Mais je te jure que j'avais 5 ans, on faisait des petits spectacles, ma sœur et moi, 5, 6 ans, 7 ans. Alors, j'ai le sentiment d'avoir toujours fait ça toute ma vie. L'appel est arrivé très tôt. Est-ce que c'est plus difficile de percer quand on vient d'une petite municipalité, comme exemple ici à Dolbeau? Peut-être. Je dis peut-être parce que moi, ça m'a jamais freiné. Mais il y avait des gens qui n'y croyaient pas. Il y avait des gens qui me disaient bon, Mario, c'est un rêveur. Mario, il va partir, il va revenir, il va se rendre compte que finalement, il va déchanter, pour le jeu de mots. Il va se rendre compte que c'est pas possible et tout ça, et que c'est inatteignable. Et moi, quand j'entendais ce genre de réflexion-là, c'était du gaz pour moi, c'était du carburant. Ça me donnait encore plus d'outils pour foncer, pour aller plus loin et pour prouver aux gens de chez nous que c'était possible, peu importe de quel endroit tu venais. Et mon exemple dont je me servais tout le temps, c'était Gilles Vigneault. Gilles Vigneault vient de Natashquan, probablement le dernier petit village au bout de la province de Québec. Je pense que la route ne se rendait même pas. Et il a fait une brillante carrière. Donc pour moi, Dolbeau, c'était pas si loin que ça. Et à l'époque, on disait Dolbeau, là, maintenant c'est Dolbeau-Mistassini. Ouais. Mais c'est ça. Pour moi, ça n'a jamais été un frein. J'y croyais, j'étais sûr que j'avais autant d'aptitude qu'un autre et que la distance n'allait pas faire la différence. Bon, bien sûr que j'ai pas eu le choix de m'établir à Montréal. Je suis parti, ça fait bientôt 40 ans que je suis parti de chez nous. Ça a été dur de me sortir de mes racines. Mais il fallait, parce que la plaque tournante, c'était à Montréal. C'est là que ça se passait. C'est là si je voulais rêver de faire une carrière et espérer de réussir, c'était en habitant à Montréal. Mais mon cœur est toujours resté ici. Oh. Justement, ici, c'est quoi qui vous manque le plus de la région? La région? Bien, la nature, bien évidemment, la famille, les racines, tous les gens que j'ai connus. Il y a plusieurs personnes qui ne sont plus là depuis que je suis parti, mais je reviens toujours, tu sais. Maman est décédée l'année dernière, mon père est toujours là. Et même le jour où il ne sera plus de ce monde, j'aurai toujours mon cœur ici, j'aurai toujours mes racines ici. Quand j'arrive par Chambord, par exemple, au lac Saint-Jean, et que j'arrive sur cette montagne où on aperçoit le lac, ça me fait toujours le même effet. Et ça va toujours me faire le même effet. Puis j'espère que c'est ça. En fait, si ça avait eu à changer, ce serait déjà arrivé en 40 ans. Je n'ai jamais perdu mon amour des gens de la place et de la géographie aussi, de ce que je vois, du lac, de la nature. Voilà. C'est quoi qui vous inspire pour chaque album? Moi, d'un disque à l'autre, j'ai tout le temps cherché à aller plus loin, à ne pas faire du surplace. Ça a tout le temps été important pour moi de ne pas me répéter. À un moment donné, si j'ai une inspiration d'une chanson ou d'un sujet de chanson
et que j'ai le sentiment d'avoir déjà écrit ça ou d'avoir déjà parlé de ce sujet-là, je vais m'en éloigner parce que de se répéter, c'est la pire chose quant à moi. Donc, il faut tout le temps se renouveler, il faut tout le temps aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plus d'albums de fait qu'il m'en reste à faire. Le métier a changé, la consommation de la musique a changé aussi. Donc, je ne ferai plus des albums de la même manière ou dans le même esprit qu'il y a 25, 30 ou 40 ans, mais je vais toujours avoir ça en tête de me renouveler, d'aller plus loin ou d'aller chercher un sujet ou une thématique que je n'ai jamais abordée pour justement chercher à me perfectionner, si je puis dire. Okay. De quelle chanson est-ce que vous êtes le plus fier? Ah, bien, il y en a quelques-unes quand même qui me rendent assez fier, mais je dirais que la chanson Le Semeur que j'ai fait pour mon grand-père quand il avait 80 ans, c'était pour le jour de ses 80 ans que j'avais écrit cette chanson-là. Et puis grand-maman était vivante, puis on s'est installé dans le salon chez grand-père, puis toute la famille était là présente et j'avais chanté la chanson pour lui. Et mon grand-papa n'est plus là depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, Le Semeur, c'est devenu mon père, c'est lui le patriarche. Ben, il y a cette chanson-là, mais Je ne t'aime plus, par exemple. Des chansons que j'ai écrites récemment, ce qui est arrivé au Liban, ça a remué des choses chez moi parce que je suis allé chanter au Liban à plusieurs reprises et quand j'étais revenu du premier voyage là-bas, j'avais écrit Les Cèdres du Liban sur le même album sur lequel on retrouve Je ne t'aime plus d'ailleurs. Et j'ai réécouté cette chanson-là dans l'esprit que cette tragédie qui vient de se produire nous a plongé. Et c'est une chanson qui a encore de la résonance aujourd'hui, des années plus tard. Donc c'est ça, il y a plusieurs chansons qui me rendent fier, mais le simple fait d'avoir pu en écrire ne serait-ce qu'une, ça en soi, pour moi, c'est une belle réussite. Avec quel chanteur aimeriez-vous faire une éventuelle collaboration? J'ai pas d'idée par rapport à ça nécessairement parce que j'ai eu quand même la chance de chanter en duo avec plusieurs personnes, plusieurs grands artistes. Je pense à Céline Dion, je pense à Morane, Ginette Renault, Boum Desjardins, Éric Lapointe, Michel Legrand, Dionne Warwick. C'est une chanteuse que vous devez moins connaître. C'est une chanteuse américaine. Paul Darèche. J'ai chanté avec beaucoup de monde. J'ai eu beaucoup de belles collaborations. Et je te dirais qu'en ce sens, je me sens comblé. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de... J'ai même chanté avec Garou aussi, Marc Dupré. Tu sais, j'ai presque fait le tour, en tout cas, de tous les gens que j'admire et avec qui j'avais des affinités dans le milieu. Donc j'ai chanté avec pas mal tout ce monde-là. Ah, Michel Sardou, c'était un rêve d'enfant. Michel Sardou a quitté la scène en 2000... Attends, que je ne dise pas de bêtises, je pense que c'est en 2016 ou 2018. Il a quitté la scène, donc il ne fera plus de spectacle. Mais c'est pas impossible qu'il accepte éventuellement de chanter sur disque. Ça, ce serait un rêve que j'aimerais réaliser. Michel Sardou, c'est un chanteur que tu ne dois pas connaître non plus. Mais c'était quand même un chanteur qui, moi, m'a inspiré. Quand j'avais 9-10 ans, ma mère m'avait fait entendre un disque de Sardou et pour moi, ça a été une consécration et une révélation. Sardou reste l'une des plus belles, sinon la plus belle voix masculine de la francophonie, à mon sens. Alors, s'il restait un rêve à accomplir, ce serait de chanter en duo avec lui. Ouais. Parfait. Comment avez-vous découvert les deux frères? Écoute, par un très bel hasard. J'étais dans un camping près du lac Saint-Jean, sur le bord du lac Saint-Jean, où mes parents étaient depuis... ils ont passé peut-être 35 ans de leur vie dans ce camping. Et mon frère, qui habite à Chibougamau,
et qui connaissait les parents des deux frères, m'a fait entendre, en fait pas lui, mais sa conjointe, mon frère, m'a fait entendre une chanson des gars là, assis sur le bord du feu. Là. Elle m'a fait jouer ça sur son téléphone. Ils avaient fait un clip et puis la chanson parlait du printemps érable et de ce qui s'était passé là, avec les étudiants à Montréal, dans les rues. Là. La chanson s'appelait « Casserole et clairon ». Et j'ai été conquis tout de suite. J'ai dit, mais voyons donc, j'ai dit, c'est donc bien bon. Puis c'est drôle parce qu'elle avait un peu, elle était un peu sur ses gardes. Elle me dit, bon, Mario, il doit se faire achaler souvent. Il y a plein de gens qui doivent lui faire entendre des choses souvent. Donc, elle me le faisait entendre un peu. Ben, elle savait que j'étais en vacances, puis elle voulait pas me déranger trop. Mais bon, elle dit, comme elle avait promis aux parents des deux frères qu'elle me ferait écouter cette chanson-là, ben il fallait qu'elle tienne promesse. Donc, elle l'a fait, puis moi, au départ, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, honnêtement. Et puis, je dit, mais voyons donc, c'est trop bon, ça, ce qu'ils font là. Alors, j'ai demandé les coordonnées, je les ai appelés le lendemain. Et puis, quand je suis revenu à Montréal, on a pris contact, on est allé prendre une bière, puis on s'est liés d'amitié. Et puis, on s'est dit, peut-être qu'on travaillera ensemble, peut-être qu'on ne travaillera pas ensemble non plus. Mais j'ai dit, restons en contact, et puis si ça doit fonctionner, ça va arriver. Et puis on s'est revus. Puis petit à petit, ben j'ai dit, OK, j'ai envie de faire un bout de chemin avec vous, j'ai envie de faire un disque. Et on a fait un album et puis ça a marché. On connaît la suite. Bien, ça répond un peu à ma prochaine question qui était, c'est quoi qui vous a décidé à les produire? Bien, c'est ça, c'est le talent, puis le vrai désir pour eux d'aller rencontrer un public. Ils étaient prêts. Ils avaient fait des bars. Moi, je les avais vus dans un bar ici, mais c'est après que je me suis souvenu. Ils étaient en spectacle au Forum, je crois, ou au Spectrum. Et puis, je me suis souvenu après de les avoir vus là, mais bon, j'étais rentré, j'étais ressorti, j'étais pas resté très longtemps. Mais sauf que assez longtemps pour m'être rendu compte qu'ils avaient de l'interaction avec le public, qui avaient du talent, hein, musicalement, puis qu'ils avaient fait leur classe. Parce que la véritable école, elle est là, hein, dans les bars. Tu apprends à connecter avec les gens, à interagir avec eux. Puis tu deviens polyvalent aussi. Ils chantaient de tout. De tout ce que les gens aimaient, donc leur répertoire était large. Et puis ça, bien, c'est une école en soi. Donc, je sentais qu'ils étaient prêts et qu'ils avaient le goût de travailler fort. Parce que c'est évident que ça prend un producteur, ça prend quelqu'un qui va croire en toi. Mais après, le travail, la promotion, si l'artiste ne se lève pas, s'il ne va pas à la rencontre des gens, s'il n'est pas ponctuel, s'il n'est pas travaillant, ça ne va pas se passer. Donc, il y a tout l'apport de l'artiste qui est ultra important aussi. Et puis, ils étaient là, puis ils étaient fidèles au rendez-vous. Donc, c'est pour ça que le succès est arrivé. Parfait. Aimez-vous plus produire des albums d'artistes que vous découvrez ou produire votre propre musique? Bien, les deux m'emballent, hein. Les deux me font beaucoup de bien. Quand j'écris une chanson, bon, dans le processus d'écriture, c'est très stimulant, c'est valorisant. Une fois que la chanson est faite et qu'on la donne, on la met dans les mains d'un arrangeur, dans mon cas, c'est comme ça que ça se passe parce que je suis pas musicien, donc j'ai besoin de faire appel à quelqu'un qui va faire les arrangements, mais il y a des chanteurs, des compositeurs qui sont eux-mêmes musiciens, donc ils vont orchestrer eux-mêmes la chanson, donc ils participent encore plus, je dirais, dans le processus créatif, parce que jusqu'au produit final, ils sont investis. Moi, bien, comme je ne suis pas musicien, je suis obligé de faire confiance aux arrangeurs. Quoique je participe aussi, je donne mes idées, je donne mon appréciation, des suggestions. Et bon, alors tout ce processus-là est vraiment stimulant. Quand je fais une production pour un artiste, le travail créatif en studio ou à la maison d'écriture, c'est les artistes. Moi, mon côté, ma participation, si vous voulez,
c'est toute la mise en marché. À qui on s'adresse, c'est quoi le public cible, de quelle façon on va rencontrer ce public-là. Donc, il faut aller, par exemple, si, le public des deux frères, faut essayer de se mettre dans la tête et de l'imaginer, ce public-là. Moi, au départ, je l'imaginais plus jeune, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui aimaient les deux frères, mais il y avait aussi des gens de 75 ans qui aimaient les deux frères. Dans leur cas, c'était vraiment de 7 à 77 ans, comme l'adage. Mais il y a des artistes qui vont se cibler plutôt une clientèle qui va se situer entre 30 et 50 ans, par exemple. Alors, ils sont où, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils regardent? Et puis, c'est vers ces émissions ou vers ces journaux ou publicités ou Facebook ou vers ces outils-là qu'on va aller mettre de la publicité, qu'on va monter tout un programme, si tu veux, de mise en marché, de commercialisation. Puis ça, je pensais pas que je l'avais, je l'ai appris avec le temps, mais j'ai pris goût à cet aspect-là aussi. Donc, les deux me stimulent autant, faire mes disques ou faire les disques des autres, mais pour d'autres raisons. C'est pas pour les mêmes raisons, dans un cas comme dans l'autre. Ouais. D'accord. Si vous deviez donner un titre d'album à votre vie, ce serait quoi? C'est embêtant. C'est embêtant, mais j'ai parlé tout à l'heure de la chanson « Le Semeur ». Et quand j'ai fait un livre il y a quelques années où je racontais un peu mon parcours puis d'où je venais, l'éditeur m'a proposé un titre. Il me dit « Mario, il dit, moi j'ai envie d'appeler ça « Le Semeur ». J'ai trouvé ça spécial parce que c'était le titre de la chanson que j'avais écrite pour mon grand-père. Puis je lui dis, il dit « Oui, je le savais, mais il dit, je trouve que ça te va aussi. » En ce sens que tu as semé toi, puis il dit là, tu sèmes aussi, parce que là, maintenant, je fais du vin, donc je suis revenu à la terre, j'ai planté de la vigne, et je donne un coup de main aux jeunes, et donc ça pourrait être ça. Mais ça fait un peu prétentieux de ma part, mais je vous dis ce titre-là, parce que l'éditeur avait choisi ça, et que, bon, le livre s'est appelé comme ça, mais c'était pas mon idée. Mais je vous dirais, l'album, je dirais tout simplement... c'est la vie que j'ai choisie. La vie que j'ai choisie, ça pourrait être ça. Ça, là, c'est ma question préférée. Si vous aviez un super pouvoir, vous pouvez avoir n'importe quel, là. OK. Vous diriez laquelle? Oh... Un super pouvoir. Ouais. Ce serait de faire en sorte que tout le monde, tous, ait foi en Dieu. Parce que je l'ai dit et j'ai même hésité avant de le dire parce qu'on dirait qu'en 2020, ça semble un peu devenu péjoratif que de croire en Dieu, mais tout mon parcours, toute ma vie, tout ce que j'ai fait, je l'ai tout le temps fait en remerciant Dieu, en remerciant le ciel. Puis, tu sais, on parlait de la chanson depuis tantôt, puis je disais, j'ai rien fait pour mériter ça. Je suis pas plus gentil qu'un autre, je suis pas plus intelligent qu'un autre. Le don que Dieu m'a donné, je m'en suis servi pour faire du bien autour de moi, puis ça me faisait du bien moi aussi, là. Il y a quelque chose d'exultant. C'est un exutoire que de chanter. Il y a quelque chose qui fait du bien là-dedans, mais c'est quand même un don, tu sais. Alors, reconnaître les dons, puis tout le monde en a, là. Les dons qu'on a reçus, et de les élever, et de remercier le ciel aussi, et d'aller avec ça, ça ne peut que te servir dans la vie. C'est la carte la plus... C'est le Joker, là. C'est la carte la plus... Ton as, c'est ta plus belle carte. C'est de toujours avoir confiance qu'il y a plus grand que nous qui régit ce monde. Et puis que quand on a cette carte-là dans notre poche, ben il n'y a rien qui peut nous arriver. Ben, merci beaucoup, Mario. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
Et que ce serait ça qui terminerait l'entrevue. Ben, je te trouve très bonne. Ah, merci beaucoup. Ben oui, je te trouve très bonne. Tu es dans la bonne voie. Merci. Dans quelques années, on te verra peut-être, je sais pas moi, sur un grand réseau. Ah, ben j'espère. Je te le souhaite. Vous voulez connaître quelqu'un qui écoute de la musique tout le temps? Dans l'auto de la musique, dans ses oreilles de la musique, des chandails sur la musique. Bien, c'est Sophia Chiasson-Marcel, cette fille-là. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la musique, bien, restez là. Elle va nous dire 10 faits sur la musique. Le rappeur qui dit et utilise le plus de mots différents et dans le plus court laps de temps est Eminem. En 2019, Rihanna a été nommée comme la chanteuse la plus riche du monde avec une fortune estimée à 600 millions de dollars. George Solti est l'artiste masculin le plus récompensé avec 31 Grammys Awards. C'est aussi un chef d'orchestre pour eux qui ne savent pas c'est qui. Cardi B est la première femme à avoir remporté le prix du meilleur album de rap, et ce, en 2019. Céline Dion a fondé une chaîne de restaurants, mais elle n'en est plus propriétaire. Billie Eilish est la plus jeune artiste à avoir été nominée aux Grammy Awards, et ce soir-là, elle en a rapporté 5. Justin Bieber a déjà vendu ses cheveux à 40 000 $ et il a ensuite donné l'argent à un organisme de charité. Le boléro de Ravel est le crescendo le plus célèbre du monde. Le 1er juin 2020, la chanson la plus écoutée de YouTube était Despacito avec 6,8 milliards de visionnements, suivi par Baby Shark avec 5,5 milliards de visionnements. Le Rewind 2018 de YouTube est la vidéo la plus dislike de l'histoire de YouTube. Excusez-moi, je suis pressée. Mon émission commence dans quelques minutes. C'est ce dont notre prochain épisode va traiter, les séries télé. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir été là pour parler de la musique et on se revoit la semaine prochaine. Bon, faut que j'y aille.